Midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour, on est ensemble jusqu'à 13h. C'est une édition de Poulain sans réserve un peu bouleversée par l'actualité. On vient d'apprendre qu'un enseignant a été tué et 2 personnes gravement blessées par un homme armé d'un couteau dans un lycée à Arras, le lycée Gambetta. On fait le point tout de suite avec vous, Félix Mathieu. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il s'est passé à Arras ? L'assaillant a fait irruption vers 11h dans ce lycée Gambetta d'Arras. Il a tué effectivement un enseignant, fait 2 blessés graves, des enseignants, un agent technique poignardé. Il aurait crié à la Wakbar selon des témoignages cités par le Parisien aujourd'hui en France. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, précise sur Twitter que l'auteur a été interpellé après les faits. On va en parler tout de suite, se retrouver dans un instant avec Denis Jacob, un policier de l'UNSA Police qui va faire le point avec nous. Et puis, ce sera le fil rouge de cette édition. On devait parler aussi de ce qui va se passer à Gaza. On se retrouve tout de suite pour Poulain sans réserve. On est ensemble jusqu'à 13h. Et bonjour, donc Poulain sans réserve jusqu'à 13h. On va parler bien sûr de cette actualité tragique, un enseignant tué par couteau à Arras et des blessés. Pour en parler au téléphone avec nous, Denis Jacob, policier, également syndicaliste à Alternative Police CFDT. Bonjour Monsieur Jacob. Bonjour. Que savez-vous de ce qui s'est passé à Arras et évidemment, on a tous en tête l'assassinat de Samuel Paty, savoir un enseignant tué dans l'enceinte d'un lycée, c'est assez choquant. Quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui ? Oui, c'est totalement choquant et bien évidemment on fait tout de suite le lien avec ce qui s'est passé pour Samuel Paty et j'aurais tout d'abord une pensée pour la famille de la victime mais également des personnes qui ont été blessées puisque au moins deux personnes auraient été blessées. Ce que l'on sait, alors les circonstances de cet attentat, puisque moi je considère que c'est un attentat, au regard des éléments à ma disposition, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les policiers n'étaient pas très loin puisqu'ils étaient mis en place sur le dispositif relatif à la manifestation qui va avoir lieu aujourd'hui, puisque la manifestation devait passer devant cet établissement scolaire. On sait que l'individu est sorti avec les bras en l'air, avec un couteau, criant à la Wakbar, et que mes collègues l'ont neutralisé avec un taser et ont pu procéder à son interpellation. On sait également qu'a priori, il était avec son frère qui potentiellement pouvait se trouver devant un autre établissement scolaire, mais tout cela sera précisé au niveau de l'enquête et ça, les autorités feront le nécessaire. A priori, et là aussi je mets toutes les réserves utiles et nécessaires puisque je n'ai pas les éléments de l'enquête pour le moment, mais ces 2 individus pourraient être fichiers S. Oui. Et bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher, en tous les cas en ce qui concerne Alternative Police CFDT, de faire le lien avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Ouais. Là encore, il n'y a pas eu de revendication de cet attentat. On ne sait pas quelles ont été les motivations de ces 2 frères. L'autre frère était sur le point de commettre également des crimes dans un autre établissement ? Ça m'a pas été confirmé. En tous les cas, il a été interpellé également. Donc les 2 individus ont été interpellés. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On en saura certainement plus dans le cours de la journée. Et je pense que du point de vue du ministre de l'Intérieur ou de la Justice, il y aura certainement des prises de parole en cours de journée. Oui, évidemment. Et pour la menace terroriste en France, on sait que Gérald Darmanin avait déjà évoqué cette menace qui revenait. Voilà qu'elle est donc concrétisée. Tragiquement aujourd'hui. Est-ce que il va y avoir une montée en gamme de la protection des établissements scolaires ? On a vu les lieux de culte, évidemment. Est-ce que c'est à craindre que cette action va générer d'autres passages à l'acte ? Alors d'autres passages à l'acte, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a eu le discours du président de la République hier qui mettait en garde sur les risques, bien évidemment, d'importer le conflit du Moyen-Orient sur notre territoire. On verra si il y a un lien entre ce qui s'est passé à Arras et ce qui se passe là-bas. En tous les cas, oui, tout va être réactivé puissance 10, si je puis parler ainsi. Gérald Darmanin avait annoncé une mobilisation de plus de 10 000 effectifs sur la sécurisation notamment des lieux de culte, les synagogues, en particulier des écoles, et bien évidemment ça va être étendu aux établissements scolaires et à tout site qui peuvent faire l'objet d'un risque bien évidemment de nouveaux actes comme celui-là.
Donc 10 000 effectifs supplémentaires et une alerte rouge donc de tous les services déjà enclenchée avant même aujourd'hui. Oui, ça c'est ce qui est déjà été mis en place par rapport à la protection que l'on doit à la communauté juive sur notre territoire, et bien évidemment on va renforcer la sécurité des établissements scolaires, même si Vigipirate était toujours en action, mais bien évidemment le dispositif va être renforcé dans les heures et jours à venir. C'est indéniable au regard de ce qui se passe. C'est extrêmement difficile de prévenir, d'empêcher ce type d'action. On le voit de plus en plus. C'est une personne seule armée d'un couteau qui va commettre l'irréparable. Comment faire en fait pour rassurer les parents aujourd'hui qui ont leurs élèves à l'école? Comment faire pour éviter ce type d'action, surtout si les individus, et si c'est confirmé, étaient fichés S? C'est malheureusement toute la difficulté. Vous savez, fichier S, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui va commettre un attentat, puisque les fichiers S ne concernent pas que des personnes qui seraient radicalisées. Il y a tout un tas de personnes qui sont fichées. Ça concerne aussi le hooliganisme et autres. Donc de toute façon, c'est très compliqué à gérer. Bien évidemment qu'ils font l'objet d'une plus ou moins grande surveillance en fonction des éléments à notre disposition au titre du fichage S, mais on peut pas malheureusement être derrière chaque personne et sécuriser chaque lieu de France, que ce soit des supermarchés, des écoles, des établissements bancaires, etc. On doit essayer d'anticiper au mieux, mais il faut bien évidemment appeler à la vigilance de toutes et tous. Okay. Je veux dire que là il y a nécessité d'être attentif, et chaque personne peut aider les services de sécurité à empêcher de nouveaux actes en étant particulièrement vigilant dans les transports en commun également. Voilà, c'est un appel que je lance à la plus grande vigilance de la part de nos concitoyens. Merci beaucoup Denis Jacob pour ce point. On va faire le point, Félix, Mathieu. Est-ce qu'on a d'autres informations? Les circonstances du drame commencent à se préciser. Effectivement, ça se confirme. Il a bien crié Allah Akbar en entrant dans la cour de ce lycée Gambetta du côté d'Arras, armé d'un couteau, les bras en l'air, nous disait à l'instant le représentant d'Alternative Police CFDT. Il a donc crié Allah Akbar avant de tuer un enseignant. Il aurait aussi grièvement blessé d'autres enseignants ainsi qu'un agent technique poignardé. Réaction assez, pour le moment, sommaire de Gérald Darmanin, très factuelle, qui tweet tout à l'heure: une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta Arras. L'auteur des faits a été interpellé par la police. On entendait aussi Alternative Police CFDT nous indiquer à l'instant que 2 frères auraient été interpellés. Il se posait d'ores et déjà la question du lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient. On va en parler justement avec notre invité Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, grand reporter. Vous connaissez bien la situation au Proche-Orient. On devait en parler ce matin. Oui. Est-ce que, évidemment, on a en tête cette situation? Est-ce que ça peut être lié? Est-ce que il va y avoir là un risque accru en France de ce type d'attentat? Alors, ça va être... D'abord, on n'a pas la certitude que la personne a agi au nom de la cause palestinienne. Pour le moment, je pense que c'est vraiment trop tôt pour le savoir. Mais néanmoins, ce qui est quand même intéressant, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire que on est dans un mode opératoire malheureusement classique depuis le Bataclan. C'est-à-dire que en France, la vigilance et la surveillance des personnes fichées S et des réseaux islamistes a été accrue. Elle est bien opérée par nos services de renseignement. Et aujourd'hui, quand on est plusieurs individus qu'on veut faire un attentat, ce qui est une possibilité qui existe encore, c'est plus difficile parce qu'on laisse des traces, forcément, des traces informatiques, et que, en général, c'est comme ça que les réseaux se font démanteler. La difficulté principale, et le policier que vous avez interviewé le disait, c'est comment appréhender un individu qui décide d'agir seul avec un appareil minimum, une arme, un couteau. C'est le mode opératoire qu'a souhaité l'État islamique, souvenez-vous, avec son numéro 2, directeur de la communication, qui s'appelait Al-Adnani, qui avait dit: prenez n'importe quoi, des pierres, et tuez les koufars que vous avez autour de vous. Et là, on est vraiment dans ce mode où une personne décide de passer à l'acte, choisit de passer à l'acte, et la difficulté, c'est d'arriver justement à discerner quand ces personnes vont passer à l'acte. Est-ce que la vraie question et la vraie crainte, c'est est-ce que ce passage à l'acte, entre guillemets, est précurseur d'autres
éléments qui pourraient, en lien avec ce qui est en train de se passer en Israël, décider eux aussi de mener une action. C'est ça qui, aujourd'hui, à mon avis, monopolise toute l'attention des services et des autorités et des services des forces de l'ordre. On apprend d'ailleurs que le président de la République, Emmanuel Macron, va se rendre sur place à Arras. On a également avec nous en ligne Claude Moniquet, qui est président du Centre européen pour le renseignement stratégique, ancien agent de la DGSE. Bonjour. Bonjour. Vous, quel est votre regard sur cette attaque? Est-ce qu'elle était prévisible? Est-ce qu'il y avait eu aussi des appels de la part du Hamas pour commettre ce type d'action sur le territoire européen? Alors, cette attaque précise-là n'était probablement pas prévisible. En tout cas, manifestement, elle n'a pas été prévue. Maintenant qu'il y ait un climat général qui favorise le passage à l'acte par des individus plus ou moins équilibrés ou extrêmement radicalisés, c'est une évidence qui a été soulignée à plusieurs reprises par les autorités ces derniers jours. Est-ce que on a les moyens de se prémunir en France avec le renseignement de ce type d'action? Est-ce que parce que on voit bien à la fois sur l'organisation, le passage à l'acte de personnes isolées, le risque est réel et la situation étant extrêmement tendue avec la situation en Israël et à Gaza, on a les moyens justement de se protéger. Alors le renseignement est surtout efficace contre les structures, contre les réseaux, parce qu'on a plusieurs personnes qui fatalement vont se rencontrer, ont des liens, vont communiquer entre elles. À partir de ce moment-là, on peut les repérer, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est face à des individus isolés, comme c'est peut-être, on verra, le cas de ces deux frères, c'est beaucoup plus difficile, sauf parfois quand ils sont déjà fichés, soit de fichier S, mais le fichage S, ça a déjà été dit sur votre antenne, ça n'est pas c'est un système de signalisation pour les services de police. C'est pas un système réellement efficace pour prévenir les attentats. Il existe d'autres fichiers, comme j'oublie toujours ce nom, le RTPS, le fichier des personnes radicalisées, qui est beaucoup plus intéressant. Si les gens sont sur ce fichier, il y a plus de possibilités de les repérer, de les surveiller. Mais il y a beaucoup de gens, il y a des milliers de personnes, et on n'a pas les moyens de surveiller des milliers de personnes en temps réel. Ouais, c'est bien le problème. Et sur ce fichier des radicalisés, combien de personnes actuellement sont surveillées par les services? Alors, si je le savais, je ne sais pas si je vous le dirais. Il y a des milliers de personnes sur ce fichier, et on peut parler disons que c'est une fourchette de quelques dizaines à quelques centaines de personnes, et surveillée en permanence, donc une surveillance vraiment efficace qui empêcherait le passage à l'acte. On parle pas plus de quelques dizaines de personnes, certainement. D'accord, donc c'est très peu. Et évidemment, ce type d'action est indétectable avant le passage à l'acte. On a tous en tête, évidemment, le cas de Samuel Paty, puisque c'est un enseignant qui a été tué à nouveau dans l'enceinte d'un lycée. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont particulièrement ciblés? Alors, on a les lieux de culte, bien entendu, protégés, les écoles, mais est-ce que c'est à craindre aussi sur d'autres lieux de vie? Alors, il y a un autre point commun, malheureusement, avec l'affaire Paty, c'est que, comme vous vous rappelez, Samuel Paty avait été égorgé par un Tchétchène, et apparemment, les deux frères qui ont agi à Arras sont des Tchétchènes. Bon, c'est un élément qui sera pris en compte dans l'enquête, bien entendu. Les écoles sont particulièrement ciblées par les terroristes radicaux, parce que ils savent que frapper une école, frapper des enfants, c'est particulièrement choquant pour la société. Et le but du terrorisme, c'est ça, c'est de terroriser, c'est de frapper la société, de lui faire le plus de mal possible. Et comment peut-on faire plus de mal qu'en frappant une école? Maintenant, on verra, c'est peut-être que comme dans l'affaire Paty, il y avait entre guillemets un contentieux, peut-être qu'on reprochait à ce professeur des prises de position, ça l'enquête le dira. Mais de manière générale, les écoles, comme les lieux de culte, comme les lieux associatifs, sont des cibles privilégiées. Le président Emmanuel Macron se rend sur place à Arras. Je pense qu'il est très conscient de la volatilité du moment, du fait du conflit à Gaza. Est-ce qu'il va y avoir à attendre des mesures sécuritaires renforcées dans les jours qui viennent pour éviter justement une contagion ou le développement d'actes de ce type en France?
Alors, il va certainement y avoir d'abord un effort accru du renseignement, mais le renseignement tourne déjà clairement en plein régime. Hein. Il peut y avoir plus de déploiement de forces de l'ordre, mais on peut peut-être protéger certains milieux restreints. Par exemple, les institutions de la communauté juive, il n'y en a pas des milliers, on peut les protéger. Mais des écoles publiques, il y en a combien en France? On a combien en France? Des dizaines de milliers, des milliers? Je ne sais pas, je ne connais pas le chiffre. C'est impossible. Il peut pas. D'autant plus que vous avez les lieux de culte juifs, vous avez les écoles publiques, vous avez les églises, vous avez tout. Donc, on ne peut pas protéger toutes les cibles, c'est impossible. L'effort pour arrêter le terrorisme doit être fait en amont sur base du renseignement. Très bien, merci beaucoup Claude Moniquet. On se retrouve dans un instant pour continuer de parler bien sûr de cet attentat, hein, et c'est comme ça qu'il va falloir l'appeler, à Arras, et développer sur ce qu'on sait et les risques en France de propagation du conflit israélo-palestinien. Vous êtes sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 13h, édition spéciale évidemment, suite à l'attaque au couteau dans un lycée à Arras. On fait le point, Félix Mathieu, sur ce qu'on sait à 12h30 de cette attaque. Avec ce bilan humain d'ores et déjà terrible, un enseignant tué, poignardé, au moins 2 blessés graves dans ce lycée Gambetta d'Arras dans le Pas-de-Calais. L'assaillant, c'était vers 11h, est arrivé en criant Allah Akbar. Il a été arrêté ainsi que son frère, nous apprenait tout à l'heure un syndicaliste policier sur Sud Radio. Il parlait clairement, lui, d'attentat, évidemment, d'autant que les 2 individus étaient sans doute fichés S. Ça reste au conditionnel pour le moment. Emmanuel Macron, en tout cas, annonce se rendre sur place à Arras. Elisabeth Borne, de son côté, annule un déplacement à Orléans pour revenir à Paris. L'Assemblée nationale suspend de son côté ses travaux en solidarité avec les victimes de cet attentat dans ce lycée Gambetta à Arras. Merci Félix Mathieu. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Régis Le Sommier, est-ce que cet attentat est à mettre dans le cadre d'un appel au djihad qu'aurait lancé le Hamas? Est-ce qu'il y a eu ce type d'informations et d'appels lancés depuis Gaza? Alors oui, pour le moment, il faut rappeler d'abord que les circonstances n'établissent pas de lien direct en dehors de Allahu Akbar, mais qui ne lie pas l'individu nécessairement à la cause palestinienne ou au Hamas. Mais en tout état de cause, oui, Khaled Meshal, qui est un des membres fondateurs du Hamas et qui vit en exil à Doha, au Qatar, a lancé un appel pour le vendredi 13, donc aujourd'hui, un jour du djihad, appelant les musulmans en solidarité avec les Palestiniens à renouveler les actes du Hamas. Donc il y a évidemment une surveillance accrue des groupes palestiniens à l'étranger à cause de cet appel, mais en tout cas c'est quelque chose qui est à prendre très au sérieux dans la mesure où Khaled Meshal c'est une figure. C'est, je vous disais, non seulement un membre fondateur, il a longtemps été la voix du Hamas puisque c'était le communicant à l'international du Hamas. Il a longtemps vécu à Damas avant la guerre en Syrie et depuis il vit à Doha au Qatar avec Ismaël Haniyeh qui est l'actuel dirigeant du Hamas. Donc tous les deux sont là-bas. Ce ne sont pas des figures militaires du Hamas, mais ce sont en tout cas des voix très importantes, des personnes qui aujourd'hui ont encore des rôles très importants. Donc cet aspect, cet écho de ce chef du Hamas à l'international peut peser en effet, et il est fort à parier également qu'à mesure que l'offensive imminente de Tsahal dans la bande de Gaza donnera des résultats malheureusement visuels avec des victimes collatérales parce que 2,5 millions d'habitants vivant sur 360 km² avec une armée qui envahit et des combats de rue terribles, il va y avoir des photos atroces à nouveau et ces photos pourraient aussi déclencher la colère et aussi pousser peut-être certains individus à passer à l'acte. Aujourd'hui, on n'a pas du tout d'informations sur un lien entre cet acte à Arras et le conflit à Gaza. Ce qu'on a en tête, c'est plutôt l'affaire Samuel Paty, cet enseignant qui avait été tué là aussi devant son lycée. Avec nous pour en parler, Stéphane Simon, directeur de Factuel.media et qui est auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty aux éditions Plomb. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Simon. Évidemment, on a tous en tête le cas Samuel Paty. Est-ce que les enseignants sont des cibles systématiques ou des cibles du moins faciles pour ce type de profil qui souhaite attaquer au couteau et marquer la population ? Eh ben, écoutez, oui, c'est clairement établi. On sait que malheureusement, depuis quelque temps déjà, les frères musulmans ont désigné
l'école comme étant comment dirais-je, une cible prioritaire pour le combat islamiste, et c'est vrai que malheureusement on peut pas s'empêcher de faire des parallèles avec ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je rappelle quand même que lundi prochain c'est les 3 ans de la mort de Samuel Paty. Et évidemment, ça ne peut pas être tout à fait un hasard. Oui. Et il se trouve que on peut aussi se dire que depuis 3 ans, il n'a pas été fait grand-chose de la mort de Samuel Paty. En tout état de cause, on pourrait se dire qu'un travail de fond aurait dû être entrepris après la décapitation de Samuel Paty, un travail de fond qui permette de mettre au point des choses aussi simples que la protection en cas d'urgence, de donner des kits de pédagogie et de survie pour les enseignants, mais tout ça n'a pas été fait malheureusement. Justement, autre point commun malheureusement avec l'affaire Samuel Paty, Félix Mathieu, vous avez une information sur l'attaquant. On parle d'un assaillant d'origine tchétchène et fiché S de sources policières, l'auteur de cet attentat dans ce lycée d'Arras qui a été interpellé dans la foulée, ainsi semble-t-il que son frère. C'était le cas aussi pour l'assaillant de Samuel Paty. C'était aussi, il me semble, un Tchétchène. Je ne sais pas s'il était fiché S à l'époque. Oui, c'était un Tchétchène, il s'appelait Abdullah Anzorov. Il a perpétré son crime, son assassinat grâce à la complicité d'un autre Tchétchène et d'un autre ami qui lui a apporté assistance et qui a permis de le déplacer d'Évreux jusqu'au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Donc oui, il y a parmi les Tchétchènes qui font souvent l'objet d'une procédure d'asile politique en France, il y a des militants radicaux de l'islam. Et parfois, on le voit, une détermination absolument sans faille chez eux pour mener un djihadisme du pauvre, parce que très souvent ils attaquent avec de simples couteaux. Dans l'affaire Paty, il a frappé, Abdullah Anzorov a frappé avec 2 couteaux, un couteau pour décapiter, un couteau pour frapper, et puis un pistolet à air comprimé. Vous voyez que ce sont des terroristes qui sont des terroristes pieds nickelés entre guillemets, et que malheureusement en face, nous n'avons pas fait le travail nécessaire pour mettre à l'abri les professeurs. C'est pour eux que j'ai une pensée, moi, évidemment. Les professeurs sont laissés souvent, alors même si aujourd'hui il semblerait qu'il y ait une volonté politique pour essayer de les protéger davantage des intrusions et des atteintes à la laïcité à l'intérieur de l'enceinte scolaire, mais je dirais que le travail de sécurisation du périmètre scolaire est encore à faire. Régis Sommier, moi je voulais poser une question à Stéphane Simon. Je crois que Stéphane, qu'il y avait également dans l'affaire Samuel Paty une personne, je sais plus si c'était un imam, mais en tout cas qui dirigeait un comité Cheikh Yassine du nom du fondateur du Hamas. Oui, c'est-à-dire que vous avez raison, Régis, dans la nébuleuse islamiste, il y a tout de même des passerelles entre ces islamismes. On pourrait se dire, qu'est-ce qui relie le Hamas avec les assassins de Samuel Paty? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque chose. Il y a un certain Sifrioui, Abdelhakim Sifrioui, qui a monté et qui a fondé le collectif Cheikh Yassine. Ce collectif Cheikh Yassine étant ni plus ni moins que la représentation du Hamas en France. Du nom du fondateur du Hamas. Oui. Tout à fait, c'est le fondateur du Hamas. Et ce collectif a été évidemment dissous il y a quelques années déjà, mais on voit bien que cette personne, Abdelhakim Sifrioui, eh bien, elle était aux côtés du père de famille de la petite menteuse dans l'affaire Samuel Paty. Oui. C'est lui qui va être aux côtés du père de famille pour menacer la principale si Samuel Paty n'est pas viré, si Samuel Paty n'est pas renvoyé de l'établissement. Et évidemment, c'est aussi lui qui organise la diffusion de messages qui ciblent très précisément Samuel Paty, qui donne le lieu où il enseigne, etc. et qui met évidemment en danger. C'est pour ça qu'il est actuellement toujours en prison, cet homme, et qu'il sera bientôt jugé. Mais vraiment, on voit que dans la nébuleuse islamiste, il y a quand même un partage de combat, à l'évidence. Donc il y a potentiellement évidemment la situation internationale qui va déborder en France, ou du moins dans l'esprit de certains terroristes pieds nickelés ou en devenir, qui pourraient trouver là une occasion de passer à l'acte. C'est un des risques. On a aussi... Vous savez,
Je crois qu'hier, on a entendu le président de la République qui quand même nous appelait à l'unité nationale. Oui. Il y a une réalité, c'est qu'on craint, les services de police à très haut niveau craignent des incidents durant ce jour. Bon ben voilà, ils sont arrivés. Il y a donc un professeur qui vient de tomber sous des coups de couteau et il y a deux autres blessés à ses côtés. Donc on voit bien que malheureusement le président avait raison de redouter le pire. Le pire vient d'arriver et malheureusement on a encore une fois aujourd'hui pas, je le dis, on n'a pas fait le travail nécessaire pour mettre à l'abri les professeurs qui aujourd'hui, pensez bien à ce chiffre, un professeur sur deux n'ose plus enseigner tout ce qu'il a à enseigner à l'école. Il redoute pour sa sécurité. C'est absolument anormal, c'est une situation très préoccupante et c'est un travail colossal qui attend Gabriel Attal. Oui, c'est clair. Et aussi, on trouve souvent ces profils de fratrie. On se rappelle des Kouachi, là c'est encore deux frères qui sont à la manœuvre en famille. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est vrai parce que d'abord c'est des cercles, c'est aussi une des raisons, un des modes opératoires suivis par les djihadistes, c'est-à-dire de se rapprocher sur la cellule familiale, parce qu'on sait la cellule familiale, on l'a vu aussi avec l'affaire Mera, où la sœur est impliquée, où la mère était impliquée, où il y avait un gourou également qui a radicalisé tout le monde, qui s'appelait Olivier Corel, qui habite d'ailleurs toujours à Artigat, pas très loin de Toulouse, qui est toujours en résidence surveillée. Et donc, en fait, le cercle familial, évidemment, c'est le cercle de confiance. C'est là où on ne va pas trahir, c'est là où on ne va pas parler à des amis, des gens d'à côté. C'est risquer de laisser des traces. Et d'autant plus que j'insiste sur le fait que par rapport aux attentats terribles qui ont secoué notre pays en 2015, que ce soit l'affaire de Nice, que ce soit le Bataclan, aujourd'hui, il y a les services de renseignement ont vraiment progressé sur la détection, sur la surveillance, sur les modes, je dirais, sur les traces que peuvent laisser ces individus dès qu'ils essayent de se rassembler, de communiquer. Ça a été dit par Claude Moniquet tout à l'heure, mais c'est exact et il faut insister là-dessus. Donc le risque principal, c'est de voir par contre s'accentuer des individus qui passent à l'acte isolément parce que ils s'endoctrinent, ils appartiennent à des groupes, ils appartiennent à des groupes d'influence, etc. Mais il est extrêmement difficile pour les services et pour les autorités de détecter ces gens au moment du passage à l'acte. On se retrouve dans un instant. Pardon, je voulais juste ajouter un tout petit mot, si vous me le permettez. Ces gens sont souvent signalés sur la plateforme Pharos, qui est une plateforme qui permet de dire quand il y a des appels à la haine, quand il y a des problèmes de violence constatés en ligne sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, il y a tellement de signalements qui remontent sur ces plateformes que ces signalements ne sont pas traités. Il y a un manque de personnel aussi du côté de Pharos, qui disait déjà ces derniers jours avoir doublé, voire plus, les signalements du fait de... Et dans le cas de l'affaire Paty, Abdullah Kanzorov a fait l'objet d'une quinzaine de signalements avant sur la plateforme Pharos, mais ça n'a pas permis de sentir la menace arriver sur ce garçon qui disait vouloir rentrer au djihad. Il voulait, il l'a manifesté, il l'a écrit, il l'a dit, et pourtant, je dirais que la DGSI n'a pas traité son cas. Il y a beaucoup de cas qui se signalent, mais malheureusement pas assez d'agents en face pour traiter convenablement le problème. Très bien, on se retrouve dans un instant pour continuer de faire le point sur ce drame à Arras et les implications pour la sécurité en France. À tout de suite dans Poulain sans réserve, vous êtes sur Sud Radio. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio. On continue de parler de cette attaque au couteau dans un lycée à Arras. Félix Mathieu, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on a d'autres déclarations par rapport à ce drame qui a lieu ce matin? Eh bien, Emmanuel Macron a annoncé tout à l'heure qu'il allait se rendre sur place après cet attentat qui a fait un mort, un enseignant tué. Le parquet national antiterroriste annonce à l'instant ouvrir une enquête. On sait déjà que l'auteur est d'origine tchétchène. Il est fiché S de sources policières. Ce matin, il est entré vers 11h en criant à la Akbar dans ce lycée Gambetta du côté d'Arras. Un enseignant tué, au moins 2 blessés graves. Donc l'assaillant a été arrêté par la suite, ainsi que son frère, nous disait tout à l'heure sur Sud Radio un syndicaliste policier. Je vous le disais, le président se rend sur place, tout comme le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Tout à l'heure, c'est l'Assemblée nationale également qui a interrompu ses travaux par la voix de sa présidente de séance du jour, Naïma Mouchou. Chers collègues, nous venons de prendre connaissance d'événements terribles qui se sont déroulés dans un établissement scolaire de la ville d'Arras. Nous attendons de savoir ce qui s'est passé, mais d'ores et déjà, l'Assemblée nationale exprime sa solidarité et ses pensées à l'égard des victimes.
de leurs proches, de la communauté éducative dans son ensemble, puisque nous apprenons qu'un enseignant a été tué et qu'il y aurait plusieurs blessés. L'Assemblée nationale réagira comme il se doit dès que nous aurons confirmation de ce qui s'est produit, eu égard aux circonstances et après avoir consulté les groupes et le ministre pendant la suspension. Je vais lever la séance qui reprendra donc à 15h. La première ministre Elisabeth Borne, de son côté, a également interrompu un déplacement à Orléans pour rentrer à Paris après cette attaque à Arras. On en apprend un peu plus sur le profil aussi de l'assaillant et de son frère. L'assaillant qui était âgé d'une vingtaine d'années, d'origine tchétchène et fiché pour radicalisation. Son frère a été interpellé alors qu'il se trouvait, lui, à proximité d'un autre établissement. Son frère qui, lui, n'était pas armé selon les premières informations. Merci Félix Mathieu. Alors, on en parlait à l'instant avec Stéphane Simon. L'assaillant de Samuel Paty était également tchétchène. Est-ce qu'il y a là, Régis Le Sommier, un lien particulier, enfin une particularité de la communauté tchétchène dans le djihad à souligner? Il y a des choses assez incroyables parce que on parle de deux frères et souvenez-vous les attentats de Boston au moment du marathon de New York, c'était les frères Tsarnaev à l'époque et c'était également deux frères d'origine tchétchène, donc sur le sol américain, qui avaient déposé des bombes et fait des victimes pendant cet attentat. Les Tchétchènes, en fait, pour résumer, parce que leur histoire est très complexe, il y a une communauté à l'international, elle est pas très, en France, elle est pas très, il n'y a pas plus de 30 000 Tchétchènes en France, mais ils sont extrêmement soudés et ce sont des gens qui sont venus après les deux guerres de Tchétchénie, donc je dirais exilés par les Russes en fait quand la Russie de Poutine a repris Grozny et les Tchétchènes en fait ont versé souvent à l'étranger dans une forme de radicalisme, non pas que aujourd'hui ceux qui les représentent, en l'occurrence le célèbre Kadyrov, ne soit pas lui-même un extrémiste parce qu'il est extrêmement religieux et il a parfois aussi des comportements très controversés, mais à l'international ce sont au moment de l'État islamique, les meilleurs combattants de l'État islamique c'était des Tchétchènes. Il y avait 3 Katiba, donc des brigades de combat qui étaient formées de Tchétchènes et c'était le noyau dur de l'État islamique avec des Irakiens, avec des Libyens, mais en tout cas c'était des combattants extrêmement durs, extrêmement formés, ayant surtout cette solidarité entre eux parce que les Tchétchènes, ils sont à l'international très peu nombreux et ils ont tendance à être très unis et à souvent verser dans le djihad. Je vous disais donc ces attentats de Boston qui avaient ensanglanté le marathon de Boston commis par deux frères tchétchènes à l'époque, les frères Tsarnaev. Là encore. Avec nous en ligne également Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Bonjour, on parlait évidemment du cas Samuel Paty, de cet attentat qui avait coûté la vie à ce professeur. Est-ce qu'il y a maintenant une peur qui existait déjà, j'imagine, au sein du corps enseignant, mais qui va empirer dans les jours qui viennent? Est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous, aujourd'hui, après ce qui s'est passé? Mais évidemment qu'il y a une peur qui est très très importante. Il y a eu Samuel Paty, mais il y a aussi eu Agnès Lassalle. J'aimerais pas non plus qu'on l'oublie parce qu'elle est morte également dans sa salle de classe. Elle a été assassinée par l'un de ses élèves. Et aujourd'hui, il y a cet attentat, ce qu'on pense être un attentat. N'allons pas trop vite en besogne. Je pense qu'on a assez d'informations quand même pour en déduire cela. Et en effet, on ne se sent pas en sécurité. Quand vous avez un enseignant sur 2 qui s'auto-censure, quand vous avez des enseignants qui n'osent pas enseigner certains points du programme, quand vous avez des enseignants qui n'osent pas parfois rentrer en confrontation avec certaines familles parce qu'ils ont peur de leur réaction, on se dit que oui, on vit dans un climat compliqué, surtout que les islamistes ciblent l'école, les islamistes ciblent les valeurs de la République, donc évidemment on ne se sent pas en sécurité. Et puis il y a la question aussi de la sécurisation des établissements scolaires, parce que les établissements scolaires sont des véritables passoires, n'importe quel adulte peut entrer dans la plupart des établissements scolaires, et évidemment qu'on est en première ligne. Mais moi ce qui me choque aujourd'hui c'est ce déni, parce que les professeurs de banlieue ont dénoncé depuis des années la montée de l'islamisme, la montée de l'antisémitisme, le fait qu'on ne pouvait plus enseigner certains pans du programme, et il y a une partie de la gauche qui nous rigolait au nez en disant qu'on était raciste, qu'on était islamophobe, sauf qu'aujourd'hui on ne peut plus se voiler la face. On voit bien qu'il y a un problème dans ce pays, et je ne sais pas si c'est un lien avec ce qui se passe en Israël. En tout cas, la montée de l'islamisme au sein de notre société est réelle, et les enseignants sont en première ligne. Il va falloir le dire combien de fois pour qu'on réagisse et qu'on prenne conscience du problème. Qu'est-ce que vous attendez de Gabriel Attal concrètement ? J'attends de Gabriel Attal qui
lutte clairement contre l'entrisme islamiste au sein des établissements scolaires. Il a déjà commencé avec l'interdiction de la abaya. Maintenant, il faut prendre cette question très au sérieux parce que l'école de la République, c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux pour les Françaises et les Français, ce qu'il y a de plus précieux également pour les petits jeunes musulmans qui sont en banlieue, parce que encore une fois, il faut faire bien la séparation entre les musulmans et les islamistes. Ce n'est pas la même chose, et je n'aimerais pas non plus qu'on tourne le dos à une partie de la communauté nationale, tout simplement parce que les gens ne font pas la différence. Donc j'attends des mesures fortes, j'attends des sanctions contre des enseignants, par exemple, qui luttent, qui ont fait grève contre l'interdiction de la abaya. Quand vous avez des enseignants qui font grève contre l'interdiction de la abaya, on sent bien que le verre est dans le fruit. Donc il faut vraiment prendre conscience du problème, sévir, interdire, réprimer ceux qui ne portent pas les valeurs de la République et ceux qui mettent l'institution scolaire tous les jours en danger. Et ensuite, il faut en finir avec le pas de vague, il faut en finir avec le laxisme. Et quand un élève a un propos antisémite, un propos anti-républicain, il doit y avoir quelque chose derrière. L'école doit taper fort, parce que si jamais aujourd'hui on baisse les bras, c'est l'ensemble de nos valeurs qui vont s'effriter sur l'autel d'un aveuglement aujourd'hui qui est coupable. Donc j'ai confiance en Gabriel Attal, je sais que c'est un vrai républicain et j'espère qu'il prendra la hauteur des enjeux. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est grave. Merci beaucoup pour votre témoignage, Kevin Bossuet. Merci Alexis. Avec nous également pour une réaction politique, Gilles Platret, maire LR de Chalon-sur-Saône, les maires qui sont eux aussi en première ligne face à la menace terroriste. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez comme réaction aujourd'hui? Enfin, tout le monde est sidéré, évidemment. C'était la crainte qui était dans toutes les têtes, de voir un attentat sur le sol français. Qu'attendre des pouvoirs publics et que dire aux Français aujourd'hui? Écoutez, je pense que oui, il y a forcément un effet de sidération, mais il faut vite qu'on parte au-delà de ça. Et c'est bien toute la difficulté, si vous voulez. C'est-à-dire que le président va aller sur place, il y aura un hommage national. Bien sûr qu'on a une pensée pour ce professeur qui a été assassiné au cri d'Allahu Akbar. Ça a été confirmé par des sources du ministère de l'Intérieur, donc je pense qu'aujourd'hui on peut le dire. Bien sûr qu'on pense à ceux qui ont été blessés, puisque les images sont déjà sur le net, on voit très bien comment le mode opératoire s'est établi, mais il faut aller au-delà de la sidération. Parce que si on en reste à ça, on attendra simplement patiemment, et comme des agneaux, le prochain attentat, parce qu'il y aura d'autres attentats. Et ce qui me frappe à chaque fois, je souscris complètement à ce qu'a dit Kevin Bossuet juste avant moi. Je pense qu'il a, de l'intérieur du système éducatif, une claire vision de ce qui se passe et de la détérioration des conditions d'enseignants face à l'islamisme depuis des années et des années. Mais simplement, je voudrais dire la chose suivante. Si on n'élargit pas le sujet, si on ne considère pas que l'islamisme est en train de gagner sur le terrain, dans la société française, dans son intégralité, alors on ne répondra pas. Moi, mon souhait, c'est qu'une guerre officielle soit déclarée contre tous les mouvements islamistes en France. L'islamisme nous a déclaré la guerre et nous subissons cette guerre sans la déclarer. Bien sûr, c'est pas un État, c'est pas conventionnel. Donc c'est pour ça qu'on recule, puis on a peur aussi de fâcher les musulmans. Mais il faut aussi qu'on dise les choses réellement. Ces mouvements ne pourraient pas se développer s'il n'y avait pas dans la communauté musulmane non islamiste des connivences. Bien sûr qu'il y a trop de salles de prière encore qui servent de réservoir à ces futurs attentats, à ces futurs terroristes qui sont là. Et qu'on ne vienne pas me dire que tout le monde va condamner, parce que d'abord c'est pas vrai, de moins en moins condamnent officiellement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si on ne s'attaque pas à la racine du problème, il faut s'attendre demain à des attentats nouveaux. La racine du problème, c'est quoi? C'est laisser, par exemple, dans la rue, des femmes couvertes du voile par ordre du mari ou du père ou du frère. Ça, c'est des choses qui se passent dans la société. Si vous laissez cette gangrène-là, pas des femmes, mais de ceux qui les obligent à se voiler, si vous laissez cette gangrène islamiste-là au petit jour, au petit matin et tous les jours dans la rue se développer, il ne faudra pas vous étonner que demain, d'autres passent à l'acte parce qu'ils considéreront qu'il faut aller à l'étage supérieur. Donc c'est tout un édifice qu'il faut reprendre et c'est une guerre qu'il faut déclarer. Merci monsieur le maire pour votre témoignage. On arrive à la fin de cette édition spéciale. Dans un instant,